Bonjour à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de votre week-end les samedis. Nous passons à cette heure en revue l'actualité marquant la semaine, 7 jours d'affilée. Nous allons parler des sujets donc marquant les 7 derniers jours au cours de cette semaine. Nous allons commencer par le Gabon, l'ex-première dame Sylvia Bongo, inculpée de blanchiment d'argent. Après, ce sera le Burkina Faso, un an après le putsch du Traoré. Quel bilan? Nous allons faire donc le bilan avec nos invités. Troisième sujet, ce sera toujours le Burkina Faso. Des milliers de personnes manifestent pour l'adoption d'une nouvelle constitution. Nous reviendrons pour parler du Niger. L'option militaire reste possible selon un ministre ivoirien. Puis nous terminerons par le Togo. Bientôt, une troisième université publique. Et pour en parler ce midi avec nous, trois invités sur ce plateau. Kofi Nayote Kondo, vous êtes juriste, analyste politique et consultant indépendant. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère Christian. À côté de vous, Constant Lemou, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Le plaisir de vous retrouver, Constant. Bonjour Guillaume, bonjour Pasteur, et bonjour à mon ami Kofi, et bonjour à l'audience de New World Info. C'est un réel plaisir de retrouver le plateau pour des échanges et des réflexions communes sur les sujets qui nous préoccupent tous. Plaisir partagé également. Notre troisième invité aujourd'hui, c'est Pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Bonjour, Pasteur. Oui, bonjour, docteur. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour au plateau. C'est le plaisir pour moi de retrouver mon très cher Constant Lemou. Il y a longtemps, on ne s'est plus vu sur le plateau. Et je pense bien que les gens seront servis. Ah oui, nous espérons que vous serez servis, très chers téléspectateurs, et vous, chers internautes, qui pourrez continuer par laisser vos commentaires en ligne en nous suivant, mais toujours dans le respect des opinions des uns et des autres. Nous allons commencer par le Gabon. Les taux se resserrent de plus en plus sur les tenants du régime déchu et surtout sur l'approche de Bongo. Ce 28 septembre, jeudi donc, l'ex-première dame Sylvia Bongo a été entendue par un juge d'instruction et inculpée pour blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux. Elle est assignée à résidence en attendant la suite de la procédure. Aucun détail n'a été fourni par la justice sur les faits qui auraient conduit donc à ces accusations. Pour le moment, l'on sait cependant qu'une perquisition dans l'un de ses bureaux, donc de l'ex-première dame, avait permis de découvrir plusieurs liasses de billets de banque et un immense coffre-fort. Nous en parlons avec nos invités sur le plateau. Mais avant d'avoir vos avis, je voudrais qu'ensemble nous suivions les réactions des populations au Gabon suite à cette annonce. Elle mérite cela parce que, quelle que soit la force que vous aviez, vous ne pouvez pas détruire tout un pays. Et vraiment, s'il faut que la justice fasse son travail, je pense que même son mari doit être interpellé. Parce que c'est le mari qui l'a mené et c'est le mari qui lui a donné le pouvoir. Bien sûr qu'à travers sa maladie, ils ont profité de faire du n'importe quoi. C'est vrai que je ne connais pas les rôles que doivent jouer les premières dames, mais Sylvia, bon, je ne vois pas ce qu'elle a fait pour le Gabon. Et voilà, les réactions en tout cas des populations au Gabon. Faut-il s'en prendre au mari? On ne sait même pas parfois quel est son rôle en tant que première dame. Mais voilà, les faits qui lui sont reprochés. Je voudrais bien commencer par vous, M. Nayote Kondo. Quelle est votre réaction suite à l'annonce de l'inculpation de l'ex-première dame gabonaise? Vous savez, merci. Je crois quand même que lorsque on choisissent pour gérer une nation, ce n'est pas une entreprise privée, c'est un bien public et qu'il faut gérer en bon père de famille. Et si vous avez à côté une dame, il faut que les responsabilités soient bien tracées et nous savons les rôles que jouent les premières dames dans les grandes nations. Et malheureusement, en Afrique, les premières dames sont dans l'ombre des chefs d'État et elles ne sont plus à l'écoute de la population sur les volets sociaux, sur les questions de l'inclusion au niveau des couches vulnérables, où on doit sentir beaucoup plus ces premières dames. Elles brillent par leur absence totale, mais au niveau de l'accaparement des biens, on voit fortement ces premières dames. Donc ça ne m'étonne pas lorsque, par exemple, Sylvia Bongo soit inculpée. Pour ce qui est du cas, on a vu
quand Ali Bongo était tombé malade. Le désordre qu'il y a eu avec les détournements des fonds, il y a eu des arrestations pas possibles dans l'affaire et je crois qu'à un moment donné, il fallait faire cesser l'hémorragie financière au Gabon. Et elle n'est pas la seule. Si Sylvia est inculpée, je crois que son mari Bongo aussi le sera certainement et beaucoup de gens dans l'appareil gouvernemental le seront aussi. Mais je crois qu'en Afrique, nous devons réfléchir pour pousser plus loin nos actions. Et je le dis souvent, comme un adage élevé, Ameke Itomia et Gbanazé. Si tu n'as jamais été aux affaires, tu ne commettras pas des bavures, tu ne commettras pas des erreurs. Mais c'est une occasion pour justifier les erreurs là, pour dire... je ne dis pas que ça doit justifier les erreurs, mais nous devons savoir comment faire en sorte que nos pays puissent avancer. Lorsque nous sommes dans... Vous voyez, cette arrestation, etc., va lancer une guerre politique au Gabon, où si on ne sait pas faire, le Gabon va regresser fortement alors que le pays doit avancer. Pour vous, vous considérez cela comme une chasse aux sorcières ou plutôt une justice en marche? Vous savez, on a parlé d'un coup d'État qui n'a pas été clair. On a parlé d'un réaménagement. Ben vous voulez que l'éclaircissement, c'était un coup d'État ou pas encore? Donc, du coup, tel que ça se passe, celui qui est aux affaires aujourd'hui ne pourra pas dire que pendant tout ce temps, lui aussi n'avait pas fait de détournement de fonds. Donc, bonnet blanc, blanc bonnet. Je crois que le général qui est aujourd'hui à la tête du gouvernement doit aussi s'indexer personnellement pour des cas de détournement de fonds. Et si nous pensons que c'est parce que nous sommes aujourd'hui, nous avons le pouvoir en main et que ceux que nous avons servis hier seront les mauvaises personnes, je crois que nous ne construisons pas un état de droit responsable parce qu'il faut faire en sorte que la justice avance. Je crois que j'étais quelques dernières semaines à Cotonou, on m'avait posé une question qui m'a rendu très chaud. On m'avait demandé pourquoi les juristes ne font pas d'efforts pour que le droit avance en Afrique. Que les justiciables puissent avoir droit à la justice ou que le système judiciaire puisse être du côté du plus méritant. Maintenant, c'est le plus offrant qui gagne les procès. Est-ce que mais dans ce cas, est-ce qu'on peut... Donc, pour vous, la justice n'est pas réellement en train de faire son travail, elle serait manipulée, à mon avis, au Gabon, aujourd'hui, non. Parce que celui qui doit juger, s'il faut juger véritablement, ce ne devait pas être quelqu'un qui a évolué sous l'ombre d'Ali Bongo ou même bien avant Ali Bongo, qui était sous l'ombre d'Omar Bongo. Merci. Et beaucoup, Nayoté. Pasteur Komiedo, vous, quel regard portez-vous sur cette situation? Sylvia Bongo est inculpée, elle est assignée à résidence. Non, je crois quand même que c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour tous ces gens-là qui, une fois arrivés au pouvoir, détournent, utilisent, se servent des Bonne biens. nouvelle pour ces gens? Bonne nouvelle pour nous. Ah, ok, d'accord. Bonne nouvelle pour nous tous les Africains. Parce qu'il faut reconnaître que chaque fois que les gens cèdent au pouvoir, c'est l'enrichissement illicite. D'ailleurs, c'est ça le blanchiment. Le blanchiment d'argent, c'est des fonds qu'on acquit de manière illicite, mais qu'on déclare légal dans la gestion. Et donc, Sylvia Bongo, aujourd'hui, je crois que ça, c'est bon. Pourquoi c'est bon? Parce qu'en Afrique, tous ceux qui gouvernent mal, dès que vous gouvernez mal, assurez-vous qu'à la fin, vous allez vous retrouver en prison. Et ça, ce n'est pas au Gabon que cela se fait voir aujourd'hui. Par le passé. Et dans l'avenir, ça va être comme ça. Alors, Sylvia Bongo, elle doit commencer par vivre heureuse en prison. Pourquoi? Vivre heureuse en prison, pourquoi? Parce que, vous vous rappelez au lendemain des élections de 2016 au Gabon, où on a arrêté, on a tué plus de 300 personnes selon les rapports. Plus de 300 personnes. Et Sylvia Bongo a joué un grand rôle dans ce massacre. Est-ce que là, on n'est pas en train de déplacer le débat? Puisque là, c'est des affaires économiques. Ça n'a rien à voir avec les élections de 2016. Non, mais écoutez, c'est tout un échelonnement.
depuis qu'ils sont au pouvoir, depuis que Ali Bongo est au pouvoir avec Sylvia Bongo, et surtout que quand sa maladie a commencé, c'est eux qui sont les maîtres du palais. Avec faux Isaac Defoe. En tout cas, la première dame n'avait pas été officiellement investie pour jouer le rôle du président. Elle était la toute puissante. Et personne ne pouvait dénoncer ou critiquer le régime de son mari. Et donc, les premières dames, en principe, doivent jouer le rôle d'inclusion sociale, d'assistance aux orphelins, aux personnes démunies. Mais la ça, dame, c'est pour répondre à celle qui ne connaît pas le rôle des premières dames. La première dame au Gabon est un peu partout dans nos palais, mais c'est des gens qui s'enrichissent illicitement et qui jouent des fois même des rôles du chef de l'État. Et surtout, dans l'homme, n'ont jamais conseillé, les premières dames n'ont jamais conseillé, à l'exception de quelques-unes. Vous prenez par exemple peut-être Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, où quand même Madame Simone Gbagbo avait quand même une certaine comment dirais-je, autorité et faisait bien les choses en Côte d'Ivoire. C'est vrai quand même qu'elle aussi ça c'est vous qui le dites parce que c'est selon, hein, elle n'a pas été propre quand même, il y avait beaucoup de choses, mais aujourd'hui je crois que ça doit apprendre aux gens, parce que dès qu'on vous confie la chose publique et que vous l'utilisez pour vos usages personnels, et surtout qu'en Afrique où toutes les prérogatives sont à leur charge. Et surtout, vous savez, vous parlez de la justice tout à l'heure. J'ai un mot à l'endroit de cette justice-là. C'est la même justice qui a servi Ali Bongo. C'est la même justice qui faisait des mandats, qui émettait des mandats injustes, pour que l'opposition soit vraiment, comment on l'appelle, embastillée. Mais c'est peut-être le même procureur qui a servi Ali Bongo dans l'injustice, c'est le même juge aujourd'hui qui est au service du président, du nouveau président. Est-ce que là, donc, il n'y a pas question, il n'y a pas de quoi s'interroger? C'est-à-dire que, malheureusement, ça n'apprend pas aux gens. Les gens n'apprennent pas. Les gens n'apprennent pas de tout ce qui arrive aux autres. On dit non, ça c'est le Gabon, ce n'est pas encore chez nous, ça ne va pas arriver chez nous. Et malheureusement, ils se retrouvent dans le même drap. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, l'Afrique, les premières dames, Sylvia Bongo, qui est franco-gabonaise, et d'ailleurs, la France a presque réclamé sa libération. Voilà le rôle que joue la France. Voilà le rôle que joue toujours la France. Ces biens-là, c'est les biens mal acquis qui sont aussi en France, qui vont être bientôt déclarés propriété de la France. Voilà, la France, on vole chez nous, on détourne chez nous, on investit ou bien on va dans les paradis fiscaux et finalement la France dit que c'est des biens mal acquis. Et vous n'êtes pas sans le savoir que c'est ces biens mal acquis quand la France a commencé, que le père Bongo, une semaine après, quand on a annoncé les biens mal acquis, on voulait le poursuivre, une semaine après, il est mort. Bon, donc vous voyez, il ne faut pas servir la France. Vous servez la France, à un moment donné, la France vous lâche. La France vient de lâcher les Ali, enfin les Bongo, et c'est parti. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Sylvia Bongo n'a qu'à goûter. Alors, blanchiment d'argent, faux usage de faux, je crois que ça doit faire 10 ans. Mais le minimum. Minimum. Je ne veux pas dire que je ne veux pas aller dans le sens de qui disait qu'il n'y a pas. C'est la chair au soleil, c'est tout à fait normal. C'est comme ça se fait. C'est vrai que celui qui est au pouvoir aujourd'hui, lui aussi, c'est un milliardaire. C'est un richissime. Il aussi l'a détourné. Il a beaucoup détourné. On n'a pas besoin de preuves. Vous n'avez pas besoin de me demander les preuves parce qu'il a amassé des richesses. Parce que de camp des Ali Bongo, il est immensement riche. Des maisons aux États-Unis et un peu pour vous, répondez clairement à la question, est-ce que pour vous c'est une chasse aux sorcières ou c'est plutôt la justice qui en marche? Il faut le faire comme ça. Quand son tour viendra, je ne veux pas me charger de son tour. Il a volé, je sais, et tous les Gabonais savent. Mais vous avez vu la rue, vous avez vu la réaction de la rue. Merci la rue beaucoup, était contente. Je ne m'occupe pas du sort de Brice Nguema. Son tout va arriver certainement, mais aujourd'hui, comme c'est lui le plus puissant, donc... c'était un pied en observe. Mais lui aussi, qu'il a beaucoup volé. Merci beaucoup. Constant, je viens à vous. Vous, quel regard portez-vous sur cette inculpation de Sylvia Bongo, l'ex-première dame gabonaise? Je pense que
Le nouveau pouvoir est en train de faire un peu de ménage. Il faut d'abord... Pour vous, c'est le ménage. Hein? Ah, bien sûr, ils sont en train de faire du ménage. C'est-à-dire qu'il faut casser le régime qui est, ou du moins c'est la famille Bongo, Pour s'installer. qui a gouverné à sa guise le Gabon. Et voilà, le général qui a pris le pouvoir savait très bien comment les finances étaient systématiquement détournées vers des objectifs obscurs. Et lorsqu'on a commencé à parler des biens mal acquis de la famille Bongo, ils ne pouvaient plus aller déposer ce qu'ils détournent en France et en Europe d'une manière générale. Ils sont obligés d'accumuler cela à la maison. Des coffres forts. Sinon, qu'est-ce qui explique qu'après la prise de pouvoir, on va chez dans la famille Bongo, chez les gens, et on ramasse des centaines de milliards? C'est qu'on était au courant de quelque chose? Ce ne sont pas... Non, pas cela. Leur famille, leurs chambres ne sont pas le trésor du pays. Il n'y a pas de raison qu'on trouve des quantités astronomiques de billets de banque dans leur maison. Pourquoi? Il n'y a pas de raison si ce n'est autre chose que la gestion calamiteuse du pays et la crainte de se faire poursuivre de l'extérieur pour bien mal acquis. Concernant Sylvia Bongo, je pense que c'est une formalité que la justice est en train de faire. Hein. Bien sûr, on parle de recel. Officiellement, elle est chef d'entreprise dans le domaine de la promotion immobilière. Mais que les livres comptables démontrent que cette entreprise rapporte autant d'argent qu'on a trouvé chez elle. Ça a été un système installé, huilé, pour que seule la famille Bongo puisse s'accaparer de toutes les richesses. Et du moins, bon, ceux qui sont proches pourront bénéficier. Le général, le pasteur Edo, comme il le disait, le général n'est pas loin de la famille Bongo. Il est du système. Lui-même est du système. Oui. Il aurait mieux fait de déclarer ses biens avant de commencer à poursuivre les autres. Chose qui n'a pas encore fait. Ça devrait commencer par là. Ça devrait commencer par là. Déclarer ses propres biens avant de commencer à poursuivre ceux qui ont accumulé de l'argent, ceux qui ont créé des garages avec des centaines de voitures. Pendant ce temps, l'administration du Gabon souffre des moyens de déplacement pour faire bien le travail. Alors, donc, d'une manière générale, je conçois que Brice Nguema, c'est ça, est en train de désamorcer le socle Bongo pour asseoir son pouvoir. Et ça passe par la poursuite de ses proches, ainsi de suite. Et bon, quand il aura fini, il pourra nous dire exactement quelles sont ses intentions, même s'il a tracé un plan de transition. Ce n'est pas encore ça, les orientations du pays. Nous attendons encore beaucoup de lui. Merci beaucoup, Constant Lemou. Vous, très chers téléspectateurs, quelle est votre position sur ce sujet? Nous attendons votre réaction dans les commentaires. Avec vous, je reste avec vous, Constant, pour aborder notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Burkina Faso, un an après le putsch de Traoré. Quel bilan? Vous allez nous aider à faire le bilan de la gestion d'Ibrahim Traoré. Le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré, à la tête d'un groupe de militaires, a déposé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la junte qui dirigeait le Burkina Faso depuis janvier de la même année. 8 mois après, il est déposé par le capitaine Traoré qui lui reprochait sa gestion surtout de la question sécuritaire. Traoré, en prenant le pouvoir, avait promis de revoir la situation. Il disait à l'époque que c'était dû à quelques petits soucis logistiques et qu'il se donnait 2 à 3 mois pour redresser la situation sécuritaire du Burkina. Il avait donc jugé son prédécesseur au bout de 8 mois. Lui, le voilà qui a fait 1 an au Burkina Faso. Pensez-vous que la situation s'est améliorée? Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le parcours d'Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso 1 an après, Constant? Oui, c'est un sujet important, bien implanté. Sauf que ceux qui doivent nous dire la vérité ne sont pas sur le plateau.
c'est soit Bassoulma Bazié, votre c'est l'aide de camp de Bassoulma Bazié est devenu ministre, IB, donc soit c'est le ministre en charge de la défense, le ministre en charge de la sécurité du Burkina, c'est eux qui peuvent nous dire réellement de quoi il s'agit. De l'extérieur, nous pouvons donner un point de vue, ça c'est clair. Okay. Nous pouvons donner un point de vue et constater, ce que nous attendons de vous. Nous pouvons constater que la question sécuritaire s'est beaucoup améliorée. Elle s'est beaucoup améliorée. Et nous savons que beaucoup de localités qui étaient vidées de leur population ont retrouvé les populations qui s'occupent désormais de leurs activités. C'est ce qui est une bonne chose. Parce que beaucoup de mesures ont été prises de façon urgente, notamment l'équipement en armement du pays, le recrutement des militaires et ce que nous appelons les VDP. Beaucoup de choses ont été faites. Nous ne disons pas que le terrorisme est éradiqué du Burkina, non. Mais il y a une forte amélioration. Les attaques sont réduites. Et je pense que maintenant, les terroristes sont en train d'être poursuivis dans leur dernier retranchement. C'est ce qui est une bonne chose. Mais il reste beaucoup de choses à faire pour le président de la transition. Parce que du point de vue de l'administration et surtout de l'éducation, il n'y a pas vraiment amélioration du point de vue scolaire. Beaucoup d'écoles qui étaient déjà fermées n'ont pas pu rouvrir comme ça se doit. Même de nouvelles écoles ont été fermées pour raison de déplacement des populations également. Il faut réussir à construire les écoles dans les nouveaux milieux d'installation de ces populations. Donc c'est une équation à plusieurs inconnus qui reste à résoudre pour le président Traoré. C'est très important. D'une manière générale, il faut l'avouer, aujourd'hui, sur le plan international, le pays est en train d'avancer vers sa souveraineté réelle, surtout qu'il est en train de se détacher du paternalisme français. Ne serait-ce que le discours de Bassoulma Bazié aux Nations Unies à New York, nous comprenons qu'aujourd'hui, ce pays du Sahel, le Burkina Faso, n'a plus du tout envie de sentir quelqu'un au-dessus de lui, n'a pas envie de sentir quelqu'un qui se comporte en colonisateur, que ce soit ancien ou néo, mais le Burkina est en train de prendre son destin en main. Quand je me souviens des messages du président à l'endroit de la jeunesse, les encourageant à entreprendre, à se mettre au travail, je pense qu'il n'y a pas plusieurs façons de déclencher le développement endogène d'un pays pour l'épanouissement de la société. Alors, on reviendra pour plus de détails, mais avec ces chiffres, je voudrais qu'on porte toujours le regard sur le bilan de Traoré. En un an, les chiffres tels qu'ils étaient, on a aujourd'hui 190 000, selon les annonces officielles du Burkina, 190 000 personnes ont été réinstallées dans leurs anciennes localités, des personnes déplacées qui ont donc retrouvé leurs anciennes localités suite à la reconquête du territoire. Du matériel a été acquis, même si on ne communique pas sur la totalité du matériel. Ça fait partie de la stratégie de guerre du capitaine Traoré. On parle aussi de la reconquête d'une partie considérable du territoire burkinabé. Mais à contrario, il y a aussi cette situation qui, vous allez nous aider à comprendre. On note 17 000 morts depuis le début des attaques au Burkina Faso. Et ces 17 000 morts, il faut y compter 6 000 depuis le début de cette année. C'est-à-dire de janvier 2023 à juin 2023, 6 000 morts selon l'ONG ACLED qui est dans la sécurité, les armements et les luttes anti-djihadistes. Et au-delà de cela aussi, il y a ces accusations de massacre. Nous avons le cas de Karma qui n'est jusque-là pas élucidé, même si on nous a annoncé qu'une enquête a été diligentée. Vous, quel regard portez-vous sur le bilan du capitaine Traoré aujourd'hui, Monsieur Kondo? Oui, merci mon frère. Je pense que le capitaine Traoré est en train d'implémenter un agenda déjà déposé par le capitaine Sankara, sur lequel il est en train de voir comment est-ce qu'il peut amener le Burkina aujourd'hui
à renouer avec son passé. Ça, au plan de la souveraineté, au plan de l'identité culturelle, oui. Mais au plan sécuritaire, c'était pas la même chose au temps de Sankara. Non, vous savez, les défis sont tout autres aujourd'hui, avec l'attaque des djihadistes, avec une position de la France qui ne dit pas son nom, qui est la France qui était l'allié du Burkina dans un passé récent et qui a été vomi, et la France qui a été sollicitée par les Burkinabés aujourd'hui, qui a été forcée de quitter complètement le sol burkinabé. Vous voyez que les défis ne sont pas les mêmes. Et pour le jeune capitaine Traoré, pour relever ces défis, il faut beaucoup à faire. Et là, il a choisi une bonne stratégie, communiquer avec sa population, discuter avec la jeunesse, aller au devant des scènes et descendre sur le terrain pour rassurer et démontrer aux Burkinabés que oui, nous pouvons, même sans l'apport de l'extérieur, nous pouvons avancer. Et jusqu'à ce jour, je crois que même dans l'entendement, on avait pensé que 3 mois après, ce serait le chaos au Burkina. Mais il avait plutôt promis d'arranger la situation en 3 mois, pas le chaos. Non, il a dit qu'il va arranger la situation en 3 mois. Mais les discours à l'étranger nous ont fait comprendre que 3 mois, ce serait le chaos au Burkina. Aujourd'hui, ce n'est pas le chaos. Ça voudrait dire que son bilan est positif. 1 an après, c'est positif. Par rapport aux attaques dans le passé qui l'a obligé à descendre d'Amiba, aujourd'hui, ça s'est calmé plus ou moins et les populations ont repris le terrain, ils ont repris leur activité. Lui-même, quand bien même qu'on lui dise que non, on va te descendre, il prend son courage à bras le corps, il descend sur le terrain, il va au front et tout ça. Je crois que c'est un courage d'un homme qu'il faut saluer et ce monsieur, il fera beaucoup si vraiment la communauté internationale veut lui apporter le soutien nécessaire qu'il faut, au-delà des discours que nous pouvons entendre de la France, etc. Donc, je crois que tout cela ne doit pas faire frémir, ne doit pas faire peur à qui que ce soit. Et donc, le Burkina doit avancer. Et tel que le discours a planté le décor prononcé par le ministre burkinabé, a planté le décor. Je crois que c'est une chance que certains pays africains, je le dis certains parce qu'il s'agirait de ceux qui veulent bien attraper la part pour que l'Afrique retrouve véritablement son indépendance, son autonomie, sa souveraineté et puis pouvoir détenir la primauté sur ses ressources minières et consorts. Et vous allez voir également comment le capitaine Traoré insuffle la dynamique dans les trios des États, le Burkina, le Niger et le Mali, pour pouvoir avancer. Et je crois que cette souveraineté sera vraiment acquise et que le Burkina connaîtra beaucoup plus d'avancées lorsque ils auront à lancer officiellement leur monnaie entre eux, si vraiment la CEDEAO ne veut pas prendre le pas pour comprendre la mesure des choses et décider comme cela se doit en tant que le chef d'État. Pasteur, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le bilan d'Ibrahim Traoré qui, après 8 mois avec Damiba de ses fonctions, a pris le pouvoir, avait promis l'amélioration de la situation en 3 mois. Nous sommes à 1 an. Vous, que dites-vous de sa gestion? Alors, comme mes prédécesseurs, mes co-débatteurs, Ibrahim Traoré, c'est l'incarnation, presque l'incarnation de Thomas Sankara. Avec son discours, avec sa proximité avec le peuple. En tout cas, s'il me revenait de noter les chefs d'État d'Afrique, alors le meilleur dirigeant de l'année 2023, c'est Ibrahim Traoré. Meilleur dirigeant. Selon vous, votre notation. Selon moi, et je crois que surtout l'Afrique, surtout le continent ou bien l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr, sur le continent. Okay. Oui, beaucoup de téléspectateurs vont le dire. Et qu'est-ce qui milite en faveur de ce classement? Sa volonté, la volonté d'agir, la volonté d'attirer les jeunes, la volonté d'attirer les populations vers son programme, son projet de société pour le Burkina, même si on reconnaît que c'est un gouvernement de transition. Alors, rien ne vaut la souveraineté d'un pays. Rien ne vaut la souveraineté d'un pays. Et je pense que le Burkina, avec sa souveraineté, et surtout avec les richesses de son sol, de son sous-sol, alors,
le Burkina n'est pas un pays, ne va pas être un pays pauvre, classé parmi les pays très endettés, les PPTE. Ce n'est pas ça. Et donc, quand il s'agit de parler du bilan, d'ailleurs, bilan sécurité, c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a aussi des attaques. Il y a des attaques, même plus meurtrières. Mais c'est la preuve que les terroristes, étant totalement désemparés, sèment de désolation un peu partout. Veulent semer de désolation un peu partout. Et surtout, retrancher jusqu'à la fin, jusqu'à la démission. Parce que le terrain, le territoire est presque... Il y a un maillage du territoire aujourd'hui. Et vous l'avez... Mais président l'a déjà dit. Aujourd'hui, les services sociaux de base sont déployés un peu partout. Et les populations, ceux qui se sont déplacés, retrouvent leur lieu d'habitation. Et ça, c'est très important. Alors, l'acquisition des matériels de défense. Ça aussi, c'est très important. Même si le prédateur de l'Afrique a voulu bloquer les matériels, quand on commande les matériels, on les bloque parce qu'on estime que les gens s'entretuent entre eux, il ne faut pas leur livrer les armements. Commandés pas sur leur fonds propres, on ne peut pas comprendre cela. Et vous avez suivi ça sur le plateau des Nations Unies. Et donc, c'est dire que, de manière générale, le Burkina Faso, aujourd'hui, s'en remet progressivement. Et donc, il faut plutôt... tout à l'heure, le juriste parlait de l'appui de la communauté internationale. Il faut totalement oublier cela. Aucune communauté internationale... D'ailleurs, la communauté internationale pour les pays francophones est toujours incarnée par la France. Quand vous parlez de la communauté internationale, c'est la France. C'est la France, d'ailleurs. Elle n'est pas... D'ailleurs, qui s'est toujours fait porte-parole des Africains sur des pays francophones devant les Nations Unies. Non. Et c'est la France qui se fait toujours porte-parole, puisque nous n'avons aucun siège permanent au Conseil de sécurité. Donc c'est la France qui apporte les résolutions et qui parle à notre... Je crois que c'est suffisant aujourd'hui qu'elle ne l'est plus. Il n'y a aucune résolution, aucun texte ne lui donne ce droit. Et donc, aujourd'hui, le Burkina, de par sa souveraineté, est en train de montrer la voie à suivre. Le Mali était bien avant, mais le Burkina est en train de prendre le pas, mais ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une concurrence. L'essentiel, c'est que Burkina-Mali et le Niger qui est venu au dernier plan. Donc, c'est très important que nous ayons cet aspect très important. Alors aujourd'hui, avec même Traoré, vous voyez, il y a des usines de transformation, vous voyez, des choses pas possibles, c'est-à-dire inimaginables qu'il est en train de faire en matière de la mise sur pied des infrastructures sociales et surtout de la transformation des ressources minières sur place. Mais ça, c'est très important et c'est ça qui va apporter la richesse, qui va créer de la richesse au Burkina Faso. Est-ce que ce que Traoré a promis, s'il vous plaît, est-ce que ce que Traoré a promis n'est pas aujourd'hui en dehors du temps qu'il s'était donné pour le faire? Non, il va arranger, il ne va pas finir avec les terroristes. Mais la France, les forces étrangères ont fait 10 ans, ont fait plus de 10 ans. Non, il n'y a pas de comparaison avec les autres. On s'en tient à ces propos, s'il vous plaît. Ce n'est pas facile d'en finir avec le terrorisme du coup. Ce n'est pas facile. Parce que les terroristes se sont tellement enracinés et sont un peu partout. Et donc, il va falloir qu'il y ait de temps. Mais déjà, il y a déjà une fondation qui est posée. Il y a déjà un plan qui est posé. Et je pense bien que dans les jours à venir, les terroristes, d'ailleurs, que ce soit au niveau des 3 frontières un peu partout, je crois qu'avec l'association, surtout l'implication du Mali, du Niger et de Burkina, aujourd'hui, on peut s'en féliciter que quelque chose est fait. Vivement que les terroristes continuent d'essuyer de défaite, qu'il aille de défaite en défaite, et surtout pour que le Burkina puisse retrouver son intégrité. Alors c'est le pays des hommes intègres, et je pense bien quand même que, qu'on le veuille ou pas, Ibrahim Traoré a apporté, a insufflé un certain dynamisme à l'armée, et lui-même descend sur le terrain encore en tant que bon commandant. Il descend sur le terrain avec ses troupes, et je ne pense pas que on doit en souhaiter mieux. Donc aujourd'hui, bravo à Ibrahim Traoré, ce jeune homme de 35 ans
mais qui, ma foi, fait bouger les choses. Et le Burkina doit en être fier que des Thomas Sankara, d'autres Thomas Sankara sont encore nés, comme l'avait déjà dit feu Thomas Sankara. Alors, je reviens à vous, Constant Lemont, pour vos analyses, mais je voudrais que vous abordiez en même temps l'aspect liberté de la presse pour commencer, avec surtout ces presses étrangères qui sont mises à mal au Burkina Faso. Je parlais de Jeune Afrique tout dernièrement, de France 24, RFI, Le Monde, Libération. Entre-temps, même une presse nationale, je parlais du groupe Omega, qui a été suspendu pour un mois. Quel regard portez-vous ici? Et puis aussi la liberté. Oui, bien sûr, c'est pourquoi j'ai dit un mois. Liberté aussi d'expression au niveau de la société civile, mais aussi de la classe politique qui aujourd'hui est carrément inexistante au Burkina Faso. Vous avez manqué de rappeler ce journaliste qui a été envoyé au front. Effectivement, c'est activiste. Envoyé au front, effectivement. Envoyé au front Je les ai englobés pour dans mieux vivre la réalité. de Et terrain. là, il pourra en parler. Fais le commentaire. Mais quand il est revenu du front, le langage a effectivement changé. Effectivement. Parce qu'il n'entendait jamais le bruit des armes lourdes. Il ne savait pas du tout ce que c'est lorsqu'il dénigrait les forces armées du Burkina. Il y a une dynamique qui est lancée. Et tout le monde devrait s'inscrire dans cette dynamique-là. Au nom du Burkina. Ce n'était pas le moment pour les presses de dénigrer, de désamorcer cette dynamique-là. Oui. Non. Non. Le Burkina est en situation de guerre. Et on ne parle pas de liberté d'expression ou quelque liberté que ce soit. On a pu déclarer l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire. On n'aurait pas crié... non, on n'aurait pas crié hein? L'ensemble du Burkina est en situation d'urgence. Ce n'est pas le moment pour chacun de dire ce qu'il veut au point de démoraliser ceux qui s'engagent pour aller combattre l'ennemi commun. Donc, toutes ces presses qui ont été soit interdites ou suspendues, je pense que ce n'est pas de la méchanceté, mais c'est pour canaliser les énergies vers l'atteinte d'un objectif commun. Pour vous, il n'y a pas la défense nationale. La liberté, c'est lorsque nous avons fini de combattre l'ennemi. On peut être libre de se critiquer, on peut être libre d'aller dans tous les sens. Hein. Même l'activité des partis politiques sont suspendus en période de guerre. Quel parti politique va se lever soutenir l'ennemi parce qu'on veut critiquer, on veut faire mal au parti au pouvoir ou bien au pouvoir en place? Non. Il y a des moments où il faut suspendre toutes les libertés, aller au front, combattre l'ennemi commun, revenir avec la victoire et à partir de là, eh bien, on peut s'amuser en interne en se laissant la liberté à chacun de dire ce qu'il veut. Vous avez parlé tantôt du bilan en 3 mois. Le président avait promis un certain nombre de choses. C'est vrai, ça a été fait. 3 mois après, la peur a changé de camp au Burkina Faso. 3 mois après, c'est vrai que les premiers jours, les premières semaines après sa prise de pouvoir, il y a eu une recrudescence d'attaques terroristes, juste pour le casser. Mais il a tenu bon, il a remobilisé les troupes, il a lancé des appels, il a reçu des commandes militaires en équipement et après 3 mois, la peur a changé de camp. Quand vous parlez de 6 000 morts, il faut voir à quel camp appartiennent ces morts. Il faut compter... Côté burkinabé, c'est le bilan. Il faut compter des centaines de milliers de terroristes tués. Et les terroristes n'ont pas de tenue. Tenez-vous bien, c'est une guerre asymétrique. Les terroristes n'ont pas de tenue. Bien sûr, vous avez parlé d'un cas qu'on parlerait de bavure. La situation à Karma, qui est toujours... vous savez, dans de pareilles circonstances, on ne peut pas dire que l'armée, les forces de défense et de sécurité puissent faire un travail aussi propre qu'il n'y ait pas de victimes collatérales. Ou qu'ils aient l'intention de massacrer ceux qui sont censés protéger.
Surtout que dans cette guerre asymétrique, les terroristes se confondent facilement, se faufilent entre les populations qui devraient être protégées. Donc ces cas peuvent arriver. Ça peut arriver. Donc, on n'a pas vraiment à tergiverser là-dessus. Pour vous, globalement, le bilan est... Le bilan, à mon avis, est positif, mais il faut encore redéployer plus d'efforts pour atteindre l'objectif ultime, à savoir éradiquer le terrorisme du Burkina Faso et du Sahel dans son ensemble. Merci beaucoup. Constant, nous allons toujours rester avec vous pour aborder un autre aspect de la question au Burkina, c'est ces manifestations. Au Burkina, des milliers de personnes manifestent pour l'adoption d'une nouvelle constitution. C'était ce vendredi dans les rues de plusieurs villes du Burkina pour demander une nouvelle constitution. C'était à l'appel de la coordination nationale des organisations de la société civile. Et ces manifestants réclament une nouvelle constitution à la mesure des réalités aujourd'hui. Nous savons que la modification constitutionnelle de 2015, selon eux, ne répond plus aujourd'hui aux réalités. Il faudrait arriver à une nouvelle constitution. Et ces manifestants profitent également de l'occasion pour témoigner leur soutien au président Traoré. C'était à l'occasion pratiquement hier, donc c'était pratiquement un an après sa prise de pouvoir, lui témoigner leur soutien. Peut-être ils sont d'accord avec le bilan de Traoré. Vous, que dites-vous de ces mobilisations pour une nouvelle constitution au Burkina Faso, pasteur? Non, je crois... Est-ce que c'est le moment opportun aujourd'hui? Je crois fondamentalement que tout le monde sait qu'on a besoin d'une nouvelle constitution au Burkina. Il y a la charte de la transition qui gère le pays pour le moment. Pour l'adapter à la réalité. Oui, naturellement, la charte va déboucher sur quand même des élections. Révision de la Constitution. Okay. On peut pas aller aux élections sans Constitution, ce n'est pas possible. Et donc, je pense quand même que c'est vrai, il faut quand même une mobilisation pour soutenir Ibrahim Traoré et lui donner confiance. Donc, c'est de bonne guerre. Et surtout que, comme vous le disiez tout à l'heure, le Burkina est en temps de guerre. Et je crois que tous les Burkinabés doivent s'inscrire dans cette dynamique pour arriver à l'intégration territoriale du Burkina. Alors, avec cette mobilisation aussi, il faut voir quand même qu'aujourd'hui, le Burkina a diversifié les partenaires. Et c'est très important aussi, cet aspect est très important parce que habitué à un partenaire traditionnel, mais qui au même moment qui profite de tout, mais qui n'apporte pas grand-chose. Et donc, cette mobilisation, c'est le signe que la majorité des Burkinabés, qu'on ne le veut pas, la majorité des Burkinabés veulent réellement voir la vision de Thomas Sankara, se réaliser. Parce que déjà, il a déjà posé le fondement. Et je crois que c'est une bonne nouvelle, cette mobilisation. Et cette mobilisation ne doit pas s'arrêter seulement au Burkina. Il faut que quand même dans tous les pays, qu'il y ait quand même de la mobilisation. C'est un moment très important pour l'Afrique. Et la mobilisation doit être totale. Pasteur, alors, un dernier tour, oui ou non, vous allez me dire si vous êtes d'accord pour une nouvelle constitution au Burkina. On va marquer la pause, puis on reviendra pour la suite du débat. Kondo, vous, mobilisation pour une nouvelle constitution au Burkina, pour ou contre? Je crois que c'est précoce. Précoce pour Constant. Je pense que les manifestants n'ont pas contesté la charte de la transition, mais on sait bien qu'au-delà, à la fin de la transition, il faudrait passer à la vie normale du pays avec une constitution. Oui, les manifestants ont raison que la constitution actuelle, ou du moins celle qui a été suspendue, soit révisée et adaptée aux réalités du Burkina. Ok, vous pourrez continuer. Bien sûr, elle doit être adaptée dans la mesure où la plupart des constitutions, les dispositions étaient plus ou moins dictées de l'extérieur. Okay. Il fallait des copies-collées. On dit dans les pays francophones, voici les organes types, voici les dispositions types. Non. Désormais, les pays souverains doivent adapter leurs textes fondamentaux à leur réalité. Alors, Kondo, vous disiez tout à l'heure que c'était précoce. Quels sont les arguments qui militaient en faveur de cette position? Vous savez, le Burkina n'est pas encore sorti de la situation de guerre. La guerre est toujours imminente et les menaces planent toujours. L'adversaire, l'ennemi numéro 1, n'est pas encore désarmé
Et je crois que le Burkina doit encore donner la chance enfin qu'on puisse faire un ménage pour écarter la pesanteur de guerre. Et voir clair maintenant avant d'adopter une nouvelle constitution. Les démarches pour l'adoption d'une nouvelle constitution. Et ça permettra d'avoir un texte plus adapté au contexte burkinabé et permettre à ce que ce pays-là puisse emboîter le pas et puis donner la chance à plusieurs autres pays de pouvoir marcher dans une lancée plus honorable et honorifique qui permettrait à l'Afrique de sortir, grandir dans ce pays que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas une question de discours, ce n'est pas une question de publications sur les réseaux sociaux. C'est plus pointu, c'est plus politique et plus pragmatique aujourd'hui. Et le Burkina est sur un pas de changement de paradigme. Donc il faudrait que les Burkinabés comprennent. Et quand toutes les forces vives s'accordent autour de l'appareil gouvernemental qui est là aujourd'hui pour que des échéances soient définies afin que le Burkina, à terme, ne puisse pas avoir des ratés dans son histoire. Alors aujourd'hui, s'il faut attendre de mettre fin à la situation sécuritaire pour adopter une nouvelle constitution, on imagine que ce ne sera pas à l'ère Traoré. Est-ce que vous êtes sûr que Traoré pourra en finir aujourd'hui? 100% n'est pas quelque chose que nous envisageons. Mais on peut aller vers le nécessaire. Le Burkina, aujourd'hui, quand on va retrouver le truc, vous savez voir que l'ennemi a dit que sans nous, le Burkina n'existera pas. Et c'est qui l'ennemi? Sans nous, le Burkina n'existera pas. Reconnaît l'ennemi à travers ces mots. Il faut le dire, c'est la France. Et ça, c'est le président français qui l'a dit. Non, sans nous, le Burkina n'existera pas. Et depuis longtemps, ça a été la machine. Et dans leur agenda, ils l'ont dit que si nous avons le choix de vous faire entretuer, vous allez vous entretuer entre vous. Et ça, c'est une manière de vider le Burkina de ses bras valides, de son capital humain. Aujourd'hui, ce ne sont pas les Français qui meurent en France, au Burkina. Ce sont les Burkinabés. Ce sont ces personnes qui vont porter les nobles ambitions de Thomas Sankara vers son achèvement pour faire du Burkina un pays très avancé. Maintenant, si ça ne serait pas le cas, je crois quand même que les Burkinabés ne seront plus appelés les hommes intègres. Merci. Les hommes intègres, je sais que c'est le choix autour de la dynamique qui a été lancée aujourd'hui pour que le Burkina puisse avancer. Merci beaucoup, Kofi Naoté Kondo. Merci à vous autres également pour vos contributions. Nous marquons la pause pour le journal, puis on vous retrouve après pour la suite de cette émission.